Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Geoffroy Emlich. Je suis chargé de cours à l'Institut d'ethnologie de l'Université de Strasbourg et je suis très heureux d'accueillir Jean-Louis Clequelec. Et donc, avant de l'introduire, je vais juste vous parler, vous dire quelques mots au sujet du séminaire d'ethnologie et d'archéologie qui est dédié cette année à Henri Maître, qui était l'un des précurseurs de l'ethnohistoire. Donc l'objectif de ce séminaire est de faire dialoguer à la fois des ethnologues, des archéologues et depuis très récemment des paléoanthropologues sur une thématique commune. Donc la thématique de cette année, c'est l'écho des autres. L'une des originalités aussi du séminaire, c'est de pouvoir faire intervenir dans la même journée à la fois des chercheurs expérimentés et des étudiants en master ou en thèse ou des jeunes chercheurs, en suivant cela un peu l'exemple aussi initié par André Leroy-Gourhan ou Alain Testard. Et je vais à présent introduire Jean-Louis Clequelec. Jean-Louis Clequelec est à la fois un anthropologue, un préhistorien, un spécialiste des arts rupestres africains, en particulier du Sahara, mais pas seulement, un mythologue également, donc un humaniste en somme. Et il va nous parler aujourd'hui des figures de théranthropes du Sahara central, et il va développer une approche qui associe à la fois une démarche aréologique, c'est-à-dire l'aréologie, c'est en fait l'étude des aires de répartition, et une analyse phénétique. Donc la phénétique, c'est des outils qui sont empruntés aux généticiens pour essayer de jeter un regard nouveau sur l'histoire du peuplement de cette région. Donc Jean-Luc était aussi l'un de mes directeurs de thèse, et donc je suis très heureux de l'accueillir au nom de l'Institut, et je vous laisse à présent la parole. Merci. Donc effectivement, je vais parler des hommes à tête de chien du Sahara central. Les hommes à tête de chien, on peut les appeler cynocéphales, ça fait un peu plus savant. C'est toute une série de figurations que je vais présenter, mais d'abord, ça se passe au Sahara central. Donc le Sahara central, c'est la partie essentiellement à cheval sur la Libye et l'Algérie. L'extrême sud-ouest de la Libye, l'extrême sud-est de l'Algérie, avec deux régions principales qui sont le plateau du Messac et puis la Tassiline Najer. Entre les deux, il y a la Caucase et d'autres petites régions mineures. Alors, comme on connaît assez mal ces régions, généralement, je vais d'abord donner quelques images qui donnent un point de vue de ce qu'on peut y trouver. Souvent le Sahara, on a l'idée du Sahara avec des étendues de sable et des dunes à perte de vue, des palmiers, les oasis, etc. Ça, c'est une toute petite partie du Sahara. L'immense partie du Sahara, elle est composée de rochers. Le sable, ça fait quelque chose comme 25% du Sahara seulement. Et donc le Messac, c'est la partie dont je vais parler qui se trouve dans l'extrême sud-ouest de la Libye. C'est le plateau qu'on voit au fond, perdu au milieu d'une étendue, d'une grande plaine, un grand reg. Et c'est vraiment désertique, hein. Quand il a plu, ce qui arrive de temps en temps, ça reverdit un petit peu, donc ça donne ça, quand c'est un peu vert, voilà. Mais c'est quand même une zone extrêmement désertique. Quand on monte sur le plateau, voici le paysage qu'on obtient. C'est vraiment plat, il n'y a rien qui dépasse, hein, sur environ 300 km par 80 km, 80 à 100 km, ça dépend des endroits. C'est du grès, et c'est du grès noir. Et on ne voit rien, on peut marcher des heures sur ce plateau sans rien voir d'autre que ce paysage plus que monotone. Sauf que si on regarde bien ici sur cette photo, on voit qu'il y a une petite rupture, il y a une petite solution de continuité qui se trouve, voilà, qu'on voit là. Et quand on s'approche, en fait, ce plateau est entaillé par des ouidianes, c'est le pluriel de wadi en arabe, c'est-à-dire des anciennes vallées sèches, et qui conserve un petit peu d'humidité dans le fond. Donc c'est là qu'on peut encore trouver quelques arbres, une faune résiduelle, parfois quelques gueltas. Les gueltas, c'est des points d'eau temporaires. Et bon, ça peut être gigantesque, hein, parce que vous voyez le personnage qui est assis là,
donne l'échelle, ça fait quelque chose comme 30 mètres de profondeur, la vallée. Et outre ces vallées, en marchant sur le plateau, on trouve aussi des zones où il y a moins de cailloux, comme celle-ci, ce qu'on appelle des qa'at ou des dharya. Et c'est des anciennes mares autour desquelles les animaux venaient boire au temps de l'optimum climatique. Quand on descend dans les vallées, on obtient ce genre de paysage, on marche dans ce genre de paysage, donc on marche entre deux parois verticales qui sont parfois couvertes de gravures qui sont préhistoriques. En Europe, enfin en France particulièrement, quand on pense art préhistorique, on pense souvent aux grottes, hein, parce qu'évidemment il y a Lascaux, la grotte Chauvet et beaucoup d'autres. Il faut savoir que dans le monde entier, l'immense majorité des arts préhistoriques se trouvent en plein air. Et donc là, c'est un art de plein air. C'est les rochers qui ont été gravés, peut-être peints, mais la peinture, évidemment, comme c'est en plein air, a disparu. La peinture ne se conserve que quand il y a des abris. Mais les gravures, elles, ont résisté jusqu'à nos jours. Et on a des gravures comme celle-ci, qui sont intéressantes parce que ce genre d'animal, c'est un animal fossile, c'est un animal qui est disparu, qu'on ne connaît que par la paléontologie, par les ossements qu'on a pu trouver, et par les gravures ou peintures qui le représentent. Ce qui est intéressant parce que grâce aux peintures et aux gravures, on connaît un peu l'habitus de l'animal, on sait comment il tient la tête, on sait s'il a des oreilles dressées ou pendantes, on sait s'il a de la barbe au menton, on sait ce genre de choses qu'on ne peut pas savoir rien qu'avec les ossements et rien que par la paléontologie. On a aussi des éléments de comportement, parce qu'on voit ces animaux en train de se battre, par exemple, on voit la position de la queue caractéristique du rut, la queue repliée en S sur le flanc. Bon, beaucoup de choses comme ça qui font de cet art un art qui est très documentaire, mais il ne faut pas confondre ce qui est représenté, les animaux qui sont représentés sur ces images, avec la faune. C'est simplement une ponction dans la faune, c'est un bestiaire, c'est-à-dire c'est une sélection dans la faune qui est évidemment beaucoup plus riche, d'animaux qui ont été sélectionnés par les cultures qui ont laissé ces images, et ces animaux ont été valorisés de diverses manières. Alors on va regarder un petit peu d'autres images de ce type. Ça c'est un autre exemplaire de ce même animal, on l'appelle le grand buffle antique, Pelorovis antiquus. C'est un animal qui était gigantesque, hein, absolument redoutable, quand on connaît le comportement des buffles actuels qui sont extrêmement combatifs et agonistiques. On peut imaginer que ces animaux-là ont beaucoup impressionné les gens qui vivaient dans ces vallées à l'époque où les gravures ont été réalisées. Il faut savoir que, par exemple, on a retrouvé des ossements de cet animal, et il y en a un qui est conservé au musée du Bardo, et d'une pointe de corne à l'autre, il fait à peu près 3,27 mètres. Donc c'est vraiment des bestioles absolument terribles, redoutables. On a ça, donc. On a aussi des animaux qui, eux, n'ont pas disparu, mais qui se sont repliés plus au sud avec le réchauffement climatique, comme par exemple le rhinocéros. Donc voici un exemplaire rigolo, parce qu'il a une grosse tête, il est un peu Walt Disney, quoi. Le style de représentation, celui-là est très intéressant, parce que vous remarquerez que la partie interne de l'image a été entièrement bouchardée. La boucharde, c'est un marteau qui sert aux tailleurs de pierre pour régulariser une surface. Donc ça a été entièrement bouchardé, régularisé, et puis le contour est double la plupart du temps. C'est-à-dire que normalement, partout dans le monde entier, les gens qui ont réalisé des gravures rupestres ont tracé un contour de l'animal qu'ils voulaient représenter, ou des personnages qu'ils voulaient représenter, et un seul contour suffit en réalité. Ici, les gens qui étaient dans ces vallées ont eu un coup de génie, je pense, c'est qu'au lieu de faire un contour, ils en ont fait deux. Ce qui fait que... Et puis, ils ont bouchardé la partie intérieure de l'image, parfois aussi, on va le voir, la partie extérieure, ce qui fait que ça donne un relief, quand le soleil est rasant sur les images, ça donne un relief tout à fait caractéristique. Et on peut même avoir l'impression que le dessin n'est pas en creux, mais que le contour, c'est comme si un bourrelet avait été appliqué sur la paroi. Il n'y a que là. Je ne connais aucun autre endroit dans le monde où cette technique a été appliquée. C'est une technique qui est extrêmement caractéristique des gens du Messac, et qui pour moi est l'un des critères de ce qu'on peut appeler la culture du Messac.
Parmi les animaux représentés, il y a pas mal d'espèces, généralement des grands animaux. Bon, girafe par exemple. Ici, cette image est intéressante parce que vous voyez une girafe, mais vous aussi, il y a aussi un troupeau d'antilopes, des oryx qui galopent en bas. Il y a un lion ou une lionne un félin en tout cas, qui a l'air de bondir au cou de la girafe. Et ce qu'on remarque, c'est que les patines sont différentes. Au-dessus, il y a un dromadaire qui est piqueté de manière beaucoup plus élémentaire, disons. Et entre la girafe et le dromadaire, il y a une petite ligne d'écriture. C'est l'écriture Tifinagh qui est encore utilisée actuellement par les Touaregs, qui est une écriture spécifiquement nord-africaine. Et grâce aux différences de patines, bon, à condition de manier ça avec précaution, parce que c'est parfois trompeur, on peut élaborer des chronologies relatives des images. Parce que quand on frappe sur le grès est généralement très foncé, quand on frappe dessus, on enlève la patine foncée, ce qui fait que le grès en dessous apparaît de manière beaucoup plus claire. C'est un grès qu'on appelle saccharoïde, parce qu'il ressemble à du sucre en morceaux. Et très souvent, c'est blanc. Et avec le temps, il y a des bactéries qui travaillent, il y a tout un tas de réactions physico-biochimiques qui font qu'avec le temps, ce blanc se met à foncer, il devient ocre, puis ocre foncé, rosé, et il reprend la couleur d'origine. Par exemple, on le voit bien ici sur les antilopes et puis le félin, c'est de la même couleur que le fond. Le grès a retrouvé sa couleur, tandis que pour la girafe, elle est plus claire, et le dromadaire est beaucoup plus clair, et on voit bien que le dromadaire, c'est lui le plus récent, ainsi que la ligne d'écriture. Évidemment, l'écriture apparaît très récemment. Ça, c'est une antilope tout à fait dans le style du Messac, dont je parlais tout à l'heure. On voit très bien que le contour double a pour résultat de faire comme si on avait appliqué sur la paroi une espèce de bourrelet, une espèce de cordon qui dessine l'animal. L'intérieur a été entièrement bouchardé avec une légère courbe, ce qui fait qu'on a l'impression de voir le volume de l'animal. Il est légèrement évoqué, on se rapproche un petit peu du bas-relief. Et la partie externe a été aussi un petit peu bouchardée. Un buffle non antique, un autre type de buffle qui est le buffle africain tel qu'il vit actuellement encore beaucoup plus au sud, avec d'autres animaux. Si on zoome, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs techniques qui sont utilisées. Il y a aussi le poli, c'est-à-dire que là, le mufle et les cornes ont été polis, c'est un poli presque comme les haches polies, hein, un poli miroir très brillant, ce qui permet d'avoir des contrastes. Parce qu'évidemment, avec les peintures, c'est facile d'avoir des contrastes, des couleurs différentes, même si on n'a que 2 ou 3 couleurs, on peut faire des aplats. Avec les gravures, c'est beaucoup plus difficile. Mais ça, c'est une des techniques. Il y a un contraste entre la partie bouchardée et puis la partie polie, qui est l'équivalent qui serait l'équivalent de 2 couleurs différentes si on faisait de la peinture. Donc, des techniques assez riches. Des éléphants ont été représentés, donc celui-là est intéressant parce qu'il est partiellement au double contour. Si je zoome sur la tête, voilà ce que ça donne. On voit très bien que la partie intérieure de la tête a été entièrement bouchardée, et là encore on a un contraste entre la partie interne, la surface endopérigraphique de l'image, et puis la partie externe qui est grosso modo restée brute, ce qui fait que ça donne aussi l'impression d'un aplat de peinture. Certaines de ces images sont très très grandes, puisqu'on connaît des éléphants plus grands que nature. Il y a des lions plus grands que nature. Dans une région qui se trouve plus loin, mais toujours au Sahara central, le Wadi Djerat, on a des girafes qui font 7 mètres de long. Donc on a à la fois des petites images, mais le module peut être vraiment très variable, et on a des images gigantesques. Un hippopotame, voilà, lui aussi représenté dans le style du Messac, où on voit encore une fois le double contour, notamment pour l'œil, la narine, etc. Et la partie interne qui a été très soigneusement bouchardée. On a aussi, alors ça c'était pour les animaux sauvages, on a des animaux domestiques, essentiellement des bovins, donc voici 3 exemplaires ici.
Une chose qui est remarquable, c'est aussi dans le style du Messac, avec le double contour, le polissage intérieur, ou bouchardage et polissage ici. Et ce qui est remarquable, c'est que il y a un rendu de ce qu'on pourrait appeler la perspective. Il n'y a pas qu'une perspective, évidemment il y a plusieurs systèmes de rendu de la perspective, mais là il y a un système qui permet de rendre ce qu'on voit optiquement, c'est-à-dire la patte la plus proche de nous, elle est devant, elle passe par devant et elle oblitère la patte qui se retrouve derrière. Donc c'est quelque chose qui est connu depuis très très longtemps, qui n'apparaît pas du tout à la Renaissance, hein, c'est quelque chose de vraiment très ancien. Et c'est pareil pour les cornes, on voit très bien qu'il y a des cornes qui passent par devant les unes, par devant les autres. Même chose ici, où on a 3 têtes de bovins, et si on regarde les cornes en haut, on voit très bien qu'il y en a un qui est plus près de nous, et sa corne passe par devant. Ce qui suppose un savoir-faire assez remarquable, parce que c'est de la gravure, et donc il n'y a pas de repentir. Si on se trompe, ben c'est trop tard. On ne peut pas effacer, gommer et recommencer. Donc là, il y a un savoir-faire tout à fait remarquable. Parmi les traits caractéristiques aussi de la culture du Messac, il y a cette façon de représenter l'œil un peu comme une spirale, en faisant l'œil comme ça, puis un trait qui redescend par devant et qui représente en fait la gouttière lacrymale. Voilà un très bel exemple de bovin à serre, c'est-à-dire sans cornes, ce qui suppose un élevage déjà très développé, avec une sélection des animaux. On voit très bien le procédé du double contour. Là, il y a eu un bouchardage interne et externe, ce qui fait que l'animal, on a vraiment l'impression qu'il sort de la paroi. Et puis, le bouchardage interne utilise l'ondulation de la roche pour donner un rendu où on a vraiment l'impression de voir le ventre de la bête. Voici un détail de la tête pour montrer la qualité de ce genre de travail. C'est vraiment unique au monde. Je connais nulle part de gravure qui ait atteint ce point de technicité avec en même temps une qualité esthétique tout à fait exceptionnelle. Parmi les bovins, alors quand on a des bovins, évidemment, si on a simplement que le bovin, il y a eu de longues discussions pour savoir si c'était domestique ou sauvage, puisqu'il y a une thèse qui expose que possiblement les bovins auraient été domestiqués quelque part au Sahara, outre le Proche-Orient. Il y aurait un foyer indépendant de domestication. Donc quand on n'a que le bovin, c'est difficile à savoir s'il est sauvage ou domestique. Quand on a ce genre d'image, évidemment que là, on ne discute plus c'est domestique, puisqu'il y a tout un décor qui a été arrangé dans les cornes. Il a une selle à pommeau en V, un pommeau qui sert pour se tenir quand on monte. Il y a une pendeloque sous-jugulaire et il y a une longe qui part du museau. Là, c'est une image qui se continue, je donne juste un détail, mais la longe se prolonge, on voit même les torons de la corde, et ça se prolonge jusqu'à la main d'un personnage qui est en train de tenir le bovinet en longe. Donc là, c'est sûr que c'est des animaux domestiques. Ici aussi, sur ce genre de scène, on est sûr qu'il s'agit d'animaux domestiques, c'est une scène de traite. Et on voit derrière les bovins des mâts bifides ou trifides, qui sont des arbres en fait ébranchés, auxquels sont pendus probablement des calebasses ou des poteries, plus probablement des calebasses, je pense, qui visiblement contenaient le lait. Un peu plus loin, sur la même paroi, on a un personnage qui est en train d'accrocher un de ces récipients. Ça permet d'éviter que des petits animaux viennent dans le lait. Et la scène la plus intéressante, c'est celle-ci, dans ce panneau, qui est un personnage en train de traire une vache. Donc là, on est bien dans un monde où les animaux sont domestiqués. On est quelque part dans le 5e millénaire avant notre ère, c'est-à-dire que cette scène est probablement la plus ancienne scène de traite connue au monde. Il y a aussi des choses un petit peu plus bizarres, un peu plus difficiles à identifier, comme ces deux êtres qui sont en train de se combattre. Là, il y a des discussions, il y a des gens qui ont cherché à diverses identifications. Bon, le plus probable, c'est que ce soit des singes patas qui sont en train de se battre, parce que c'est une espèce qui a l'habitude de se livrer des combats de boxe comme ça. Là. Mais c'est vrai qu'il y a un doute quand même, parce qu'ils ne sont pas très véristes. Et on peut se demander si ce ne seraient pas des êtres mythiques. Et bon, les gens ne sont pas forcément d'accord, c'est des scènes difficiles à interpréter.
Dans les êtres d'apparence anthropomorphe, comme ça, dressés sur leurs jambes ou pattes arrière, on a d'autres exemples comme celui-ci, où là, c'est très clairement un personnage qui est assis et qui porte un masque d'éléphant. On le voit très bien parce qu'on voit la ligne qui sépare le masque du visage. Si on regarde de près le visage, on voit très bien l'œil, la bouche, le nez, le visage est parfaitement dessiné. Et le masque, c'est un masque cimier. Quand il y en a beaucoup en Afrique, on a souvent l'idée du masque qui cache le visage. Ça, c'est simplement une petite catégorie de masques. Il y a beaucoup d'autres catégories de masques. Et il y a des masques qui ne cachent pas le visage. Là, on est visiblement face à un de ces masques cimiers d'éléphant, sans doute avec une difficulté pour le faire tenir à cause de sa forme très allongée, donc ça doit baler en avant, et sans doute que c'est pour ça que le personnage le maintient sur sa tête. Donc là, c'est évident qu'il s'agit donc d'un homme qui porte un masque. Il a aussi un baudrier, une ceinture. Il y a souvent des détails intéressants comme ça de décor corporel, d'habillement. Et on a aussi des images qui ont été longtemps difficiles à interpréter, comme celle-ci, où on a également un anthropomorphe avec une tête animale. Et on peut se dire, bon, c'est aussi un homme masqué. Ça pourrait être un homme masqué. Comment savoir si c'est un homme masqué ou un être fantastique, une divinité ou un héros à tête animale, comme il en existe dans les mythologies. Maintenant, la question est réglée dans la mesure où, d'abord, on ne voit pas la tête du personnage à l'intérieur ni en dessous, mais elle pourrait tenir. Bon, elle pourrait tenir dedans. Ceci dit, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un collier, il a des bracelets à chaque bras, il a une espèce de baudrier avec une forme, bon, on ne sait pas ce qu'il y a un petit renflement, là, je ne sais pas ce que c'est. Il a une ceinture, et de la ceinture, il y a deux pendeloques qui descendent, et si on regarde bien, une des pendeloques, en fait, est un trophée de rhinocéros. Ça descend comme ça. Ici, vous avez une oreille, une autre oreille, la petite corne, la grande corne, un décrochement pour la bouche, et ça remonte ici. Et de l'autre côté, l'autre pendeloque, c'est un trophée de buffle. C'est un bucrane de buffle. Donc, ça ressemble un peu à une guitare électrique, comme ça. Et ça, c'est les oreilles qui sont ici. Les oreilles. Il y a les cornes de chaque côté, et il y a la tête ici. C'est un trophée de buffle vu par-dessus. Et on a beaucoup d'autres images, je ne vais pas en montrer beaucoup d'autres, parce qu'il y en a des centaines, en fait, de ces êtres, et on les voit en train de combattre des très gros animaux, notamment des rhinocéros et des buffles, et il les maîtrise d'une seule main, généralement, il les tire d'une main, il y en a qui portent des buffles sur leurs épaules, et donc ça, un humain qui porte un buffle sur ses épaules, c'est pas possible. Voilà. Donc c'est des êtres fantastiques, c'est des êtres mythiques, qui peut s'apparenter peut-être à quelque chose comme un maître des animaux, puisqu'ils sont toujours en train de combattre des grands fauves. Très dangereux, très lourds, et ils font ça comme de rien, quoi. Et ça a l'air d'être un jeu d'enfant pour eux. En voici deux autres ici qui se suivent et qui se regardent. Ils ont une grande queue qui passe entre les jambes, celui-là on le voit bien, il a une grande queue qui passe entre les jambes et qui ressort par nous. Ils tiennent des espèces de gourdins ou des bâtons ou je ne sais quel type d'armes, ils ont l'air de discuter tous les deux. Donc des êtres comme ça, il y en a des centaines et des centaines. Voici donc ça c'est pour faire une très rapide présentation de ce qu'on peut voir quand on se promène dans les vallées du Messac, côté libyen. Côté algérien, évidemment, la frontière et les pays n'existaient pas, mais côté algérien actuel, on est dans la Tassili Najer. Tassili, c'est un nom féminin, c'est un nom touareg qui désigne un type de paysage particulier. Et voici le paysage qu'on a, c'est très différent. En bas, c'est un petit campement avec un berger et ses moutons. Donc vous voyez l'échelle, c'est des très grands pitons comme ça. Et au pied de ces élévations, alors il faut grimper, il y a quelque chose comme 4 heures de marche, si on marche bien, pour aller jusque sur le plateau. Et une fois qu'on est sur le plateau, eh bien, il y a des abris sous roche, il n'y a pas de grotte réellement, c'est des abris sous roche qui peuvent faire une profondeur de 2-3 mètres, très rarement plus.
Et c'est sur les parois qu'on trouve les images. Comme ici, on est dans des endroits qui sont abrités, puisque c'est des abris, on a quelques gravures, mais surtout on a des peintures. Et là, l'ami Touareg qui montre la paroi désigne des peintures. C'est des peintures qui sont souvent très très fines. Il y en a des très grandes qui peuvent faire plusieurs mètres, comme pour les gravures, mais souvent elles sont très fines. Difficiles à voir, il faut quand même s'approcher, mettre le nez dessus, parfois utiliser des logiciels pour les faire apparaître. Mais quand on s'approche, voilà le genre de choses qu'on peut voir. Une série de bœufs qui sont en train de boire et la fissure de la roche, une fissure de la roche a été utilisée pour évoquer un cours d'eau. Et on a tous les bœufs qui sont penchés en train de boire. On a des endroits comme ça où on peut supposer à bon droit qu'au temps où l'endroit était plus humide, l'eau des ruissellements coulait le long des fissures et les animaux se penchaient vers quelque chose qui était réellement de l'eau de temps en temps après les pluies. On a plusieurs lieux comme ça. Mais là aussi, on voit très bien le jeu de... Alors c'est des peintures, mais c'est un style qu'on appelle le style d'IRN. C'est des peintures qui sont extrêmement fines, le tracé il est millimétrique ou même submillimétrique, hein, c'est vraiment très 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 fin, c'est presque comme si c'était dessiné à la plume. Et on voit très bien la maîtrise du dessin avec aussi une remarquable maîtrise de la perspective. Ici encore, sans aucun remords, bien entendu, parce qu'on ne peut pas effacer, la peinture pénètre dans le grès et après c'est ineffaçable. Voici un autre exemple de scène qu'on peut voir dans cette région. C'est un troupeau qui se déplace avec un bœuf monté. Je vous ai montré tout à l'heure une image, une gravure d'un bœuf avec une selle. Les bœufs étaient montés, comme ça se fait encore en beaucoup d'endroits du monde, particulièrement en Afrique. Là, vous avez un personnage qui est monté sur un des bœufs et qui guide le troupeau. On remarque notamment la grande variété des cornes, des formes de cornes, signe d'un état très avancé de domestication. Parce que dans un troupeau sauvage, on n'a jamais une variété de cornes comme celle-là. Détail de cette image qui montre la personne qui est assise sur le bœuf. Elle porte à la ceinture une espèce de truc en bandoulière avec des franges qui descendent, et dedans il y a des petits pots qui sont placés. Il y a des gens qui ont pensé que peut-être c'était un peintre ou une peintre avec ces petits pots de peinture. Bon, on n'en sait strictement rien. En tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est de voir la richesse de détails et l'extraordinaire maîtrise de ces peintres. Voici un détail d'un bovin où on voit voilà, les poils sur les oreilles, les poils entre les cornes, la corde qui rentre dans un des naseaux, on voit les torons de la corde. Donc c'est des peintures qui sont extrêmement riches en informations. On peut pratiquement faire une ethnologie du peuple d'IRN, tellement ces peintures sont riches d'informations. Il y a beaucoup de scènes de la vie quotidienne, il y a des gens en train de boire de la bière avec une paille, il y a des tas de scènes qui sont très intéressantes parce que archéologiquement, c'est des choses qu'on ne peut pas retrouver. Les cordes dans cette région-là, on ne peut pas les retrouver, la selle, on ne peut pas la retrouver, l'habillement, on ne peut pas le retrouver, donc c'est grâce à la rupestre qu'on peut connaître toutes ces choses. Alors, je vais parler plus particulièrement des théranthropes. Donc, les théranthropes, c'est les êtres anthropomorphes à tête de chien. Bon, c'est le mot savant hein, pour dire personnage à tête animale. Ça vient du grec ter, qui désigne la bête sauvage. Il y a plusieurs mots pour désigner les animaux. Il y a zoo qui a donné zoologie, hein, c'est les animaux en général. Mais les fauves, les animaux redoutables, les gros animaux dangereux, c'est ter. Et évidemment, anthropos qui désigne l'être humain. Théranthrope, c'est un être qui est à moitié humain, à moitié animal. Généralement, très généralement, pas toujours, mais très généralement, c'est la tête qui est animale. Et c'est sur les images, évidemment, on a beaucoup de mal à deviner et surtout à prouver les idées qu'on peut avoir au sujet de ces êtres. Qu'est-ce que ça peut représenter? Pourquoi représenter des êtres à tête animale? On n'en sait trop rien, mais en tout cas, c'est une façon graphique de réfléchir sur l'animalité de l'homme et l'humanité de l'animal. C'est ce genre de questions, manifestement, déjà,
était un petit peu dans l'air. Et si on veut évoquer ça graphiquement, le théranthrope, c'est un bon moyen. Alors, les théranthropes, en voici quelques exemples. Un que vous avez déjà vu, d'autres, voilà. Il y en a qui sont peints, il y en a qui sont gravés. Et tous, ils ont en commun d'avoir une tête animale sur un corps humain. Ils sont en train de se livrer à diverses activités. Et ça fait très longtemps que des savants ou des voyageurs s'intéressent à ces images parce qu'elles sont impressionnantes. Et puis on est quand même dans le nord de l'Afrique, on est en particulier en Libye. La Libye, si on continue un petit peu vers l'est, on a l'Égypte. Et en Égypte, on a des divinités à tête animale, et donc il y a eu beaucoup de théories qui ont essayé de démontrer, en tout cas qui ont affirmé, qu'on avait là une influence de la 18e dynastie égyptienne, parce que évidemment il y a l'idée que l'Égypte c'est quand même une grande civilisation, et puis qu'au Sahara central c'est plutôt des sauvages un peu primitifs, et que donc s'ils font ce genre de choses, c'est forcément sous l'influence de l'Égypte. Ça a inondé la littérature, et encore un peu maintenant, il y a des gens qui soutiennent ce genre de thèse, qui ne peut pas être soutenable, en fait, qui ne tient pas debout, tout simplement à cause des éléments chronologiques qu'on a maintenant, et surtout du fait qu'en Égypte, évidemment, on connaît Anubis, le dieu à tête de chacal, et puis d'autres, toutes ces divinités à tête animale. En fait, elles sont récentes et dérivent d'une évolution sur place. Les plus anciennes représentations d'Anubis, c'est un chien, tout simplement, un chien noir, enfin un canidé noir, on ne sait pas trop quel canidé c'est, mais un canidé noir, et c'est longtemps après une longue évolution qu'il a commencé à être représenté sous forme d'un humain avec une tête animale, et c'est vrai pour les autres divinités égyptiennes, et ça s'est fait bien longtemps après que ces images-là aient été réalisées. Donc il ne peut pas y avoir une influence de l'Égypte sur le Sahara central. À la limite, s'il devait y avoir une influence, ce serait dans l'autre sens. Mais là aussi, c'est quelque chose qui ne tient pas trop la route parce que à l'époque où les images ont été réalisées, le Sahara central n'était pas traversable en direction de l'Égypte. On ne pouvait pas aller jusqu'en Égypte parce que c'était un désert absolu et on n'avait pas le moyen de le traverser. Les moyens de traverser le désert sont arrivés avec le dromadaire et puis les caprins, puisque les caprins, ça permet de faire des outres pour conserver l'eau. Donc, les théranthropes. Alors, plutôt que de continuer à essayer de savoir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'ils ont voulu représenter, est-ce que c'est une influence, c'est pas une influence de l'Égypte ou d'ailleurs, je me suis dit que il fallait peut-être quand même regarder un petit peu la documentation avant de s'exciter sur la signification. Puis c'est vrai en général pour l'art rupestre d'ailleurs, dans son entier, partout dans le monde. Avant de focaliser sur l'interprétation, il faut quand même regarder de quoi on parle. Et donc j'ai fait une base de données de tous ceux qui sont parvenus à ma connaissance. Donc ça se présente comme ça, c'est une base de données, comme c'est facile à faire maintenant avec les outils informatiques. Avant on faisait ça avec les boîtes de chaussures, et puis les petites fiches. Là c'est commode. Et donc j'ai recueilli tous ceux que j'ai pu trouver, soit moi-même sur le terrain, soit dans la littérature, soit par des amis qui voyagent. Et j'ai fait cette base de données en indiquant à chaque fois, en mettant une photo ou une illustration quand c'est une publication, les sources évidemment, et puis les coordonnées géographiques. Et aussi une description de l'image, avec des éléments descriptifs qui permettent de se mettre facilement d'accord. Par exemple, on voit la queue ou on ne voit pas la queue. Il n'y a pas d'intermédiaire. On voit la queue ou on ne voit pas la queue. Donc si on voit la queue, je mets 1, il y a un endroit à queue, je mais 1, et si on ne la voit pas, je mets 0. Et pareil pour tous les éléments descriptifs, ce qui me permet d'avoir ensuite de faire des recherches croisées. L'intérêt des bases de données, c'est de faire des recherches croisées. Et voilà, il y a surtout un géoréférencement, c'est-à-dire que chaque image, je peux la placer sur une carte. Ce qui me permet, une fois que ce travail-là est fait, qui est assez long à faire, mais quand c'est fait, ça permet de faire une carte de répartition de tous les théranthropes connus au Sahara central. Et on voit qu'il y a une grosse concentration dans le Messac, là il y en a 212, dans la Tassiline Nager il y en a 156, puis entre les deux, la zone qu'on appelle Akoukas et Tadrart, il y en a beaucoup moins, 33. Alors, à cette échelle, évidemment, chaque point peut représenter plusieurs images, parce que là, les points... Si on mettait un point vraiment par image, on ne verrait plus rien. Ils sont un peu grossis, les points.
pour que ce soit plus visible. Mais en gros, voici la répartition. Puis en dehors de ces deux zones, bon, il y en a quelques-uns qui sont épars, mais c'est pratiquement négligeable. La grosse concentration se trouve donc dans le Messac et la Tassiline Nagère. Les points sur une carte, c'est pratique parce qu'évidemment, ça permet de visualiser ça. Tout le monde fait ça pour des tas de domaines. On a des données, on met des points sur les cartes, et puis ensuite, comme j'ai fait là, on fait une patate autour pour donner l'aire de répartition. Et puis le stade suivant, souvent, c'est d'enlever les points, parce que c'est un peu cafouillis, les points, surtout si on a plusieurs types de données différents, ça devient compliqué, on met des points, des triangles, des carrés, des étoiles, tout ça, on finit par plus rien voir. Donc l'astuce, c'est de faire des ovales ou des cercles, enfin de faire des aires de répartition, puis les colorer pour comparer les répartitions. Ça, c'est extrêmement trompeur, enfin ça peut être extrêmement trompeur, dans la mesure où une fois que vous avez fait simplement l'aire de répartition, vous n'avez aucune idée des densités différentielles à l'intérieur de l'aire de répartition. Il peut y avoir une zone, l'air peut aller jusqu'à un endroit qu'elle englobe, parce que là, il y a un point. Mais à l'autre bout, il y en a 350. Voilà. Donc ça donne une image fausse. Il est mieux de réaliser des cartes de noyaux de plus haute densité, des cartes de chaleur, qui utilisent des chaleurs, des couleurs qui sont de plus en plus chaudes à mesure que la densité s'élève. Donc rouge, c'est là où, quel que soit l'élément culturel ou autre matériel, de culture matérielle, ça peut être du lithique, de la poterie, n'importe quoi, des décors. Là où c'est rouge, c'est là où il y en a le plus, et puis la couleur refroidit, hein, ça passe par le vert, etc., jusqu'au bleu où il n'y a plus rien. Hein, donc ça donne ça. Alors, avec ma base de données, comme j'ai géoréférencé et comme j'ai décrit des éléments simples qui permettent de poser des questions ensuite à l'ordinateur, dans ma base, j'ai noté, j'ai parlé de la queue tout à l'heure, oui, il y en a une, non, il n'y en a pas. Là, est-ce que l'être en question, il porte un trophée, comme celui qu'on a vu, avec ces deux trophées de rhinocéros et de buffle, là? Alors, oui, non, je fais la carte des oui, et la carte des théranthropes qui portent des trophées, la voici, ils sont très majoritairement, enfin tous même, au Messac. Hein. Et puis il n'y en a aucun dans la Tassiline Nagère. Hein. Le Messac c'est ici, la Tassiline Nagère c'est là, si vous vous souvenez de la carte de tout à l'heure. Et je peux faire ça pour tous les éléments descriptifs. Voilà, la queue, est-ce qu'elle est visible ou pas visible? Vous voyez qu'il y a une grosse différence dans la répartition. Ici, ceux dont la queue visible sont très majoritairement, il y en a quelques-uns au Messac, mais l'immense majorité se trouve dans la Tassiline Nagère. Et je peux faire ça pour tous les éléments descriptifs, donc juste quelques exemples comme ça pour vous montrer. Il y en a qui sont ityphaliques, c'est-à-dire qu'ils ont un énorme phallus, ils sont macrophaliques même, ils ont un énorme phallus en érection. Ceux-là aussi, leur plus haute densité se trouve dans la Tassiline Nagère, même s'il y en a quelques-uns au Messac. Ceux qui sont en coït, parce qu'évidemment, il y en a qui ont un gros phallus, mais il y en a qui s'en servent, et donc ceux qui s'en servent, ils se trouvent essentiellement dans la Tassiline Nagère, et c'est un contraste avec ceux du Messac, puisque en fait, ils s'en servent généralement pour coïter avec d'autres théranthropes. Hein, et donc, ils sont en interaction entre eux. Tandis qu'au Messac, ils sont très souvent en interaction, mais avec des grands fauves, hein, qui le combattent, qui le tuent, qui massacrent, qui le portent sur les épaules une fois mort, etc. Donc on subodore déjà un premier contraste. Ceux qui ont des dents visibles, il y en a qui ont une denture absolument redoutable, hein, comme celui-ci, ils se trouvent également très majoritairement dans le Messac, même s'il y en a quelques-uns par-ci par-là dans la Tassiline Nagère. Alors du coup, il y a aussi ceux qui ont la forme je regarde la forme des oreilles. Hein, est-ce qu'ils ont des oreilles pointues, les oreilles qui sont dressées, qui sont pendantes, arrondies, comment sont les oreilles, comment est le museau, c'est un museau allongé, fin, ou un gros museau comme un molosse. Ceux qui ont les oreilles arrondies et un museau molossoïde, c'est-à-dire aplati, hein, ils se trouvent dans la zone du Messac. Et ceux qui ont les oreilles et le museau pointus ont une répartition un peu plus large. Il y en a aussi au Messac, mais du coup, il y en a un petit peu partout. Il y en a également dans la Tassilie. Donc voilà, en gros, en fait, quand on combine toutes ces caractéristiques et toutes ces répartitions, on s'aperçoit qu'il y a deux grands types. Il y a un grand type qui est essentiellement localisé dans la Tassiline Nagère. Ce sont ceux qui ont à la fois, majoritairement, un museau pointu, des oreilles pointues, la queue visible, le phallus visible, et éventuellement, ils sont en train de coïter avec un autre théranthrope. Et puis, l'autre type qui se trouve
pratiquement uniquement dans le Messac, c'est ceux qui ont un museau molossoïde aplati. Ils ont des oreilles arrondies. Leurs dents sont visibles, hein, ils sont en train de montrer les dents. Ils portent des trophées ou des armes, il y en a qui ont des poignards. On a vu tout à l'heure les deux autres qui avaient des espèces de bâtons ou de massues. Et puis eux, ils sont en interaction, non pas avec leurs collègues, mais avec la faune qu'ils combattent et qu'ils maîtrisent. Ce qui fait qu'on s'aperçoit qu'il y a deux grands types hein, qui sont géographiquement bien séparés. Un qu'on peut appeler le type Tassiline nagère, puisque c'est là qu'il est le plus présent, et puis un autre qu'on peut appeler le type Messac, c'est là qu'il est le plus présent. Donc ça, c'est ce que permet de découvrir l'approche aréologique. C'est-à-dire si jusqu'à présent, les gens qui s'étaient occupés de ces êtres avaient simplement cherché à les interpréter, et ne s'étaient pas aperçus qu'il y avait deux grands types qui s'opposent, en fait, qui sont très différents et qui sont localisés dans deux massifs qui sont voisins au Sahara central. Il faut savoir que ces massifs sont, je ne l'ai pas dit, ils sont très proches l'un de l'autre. On peut faire à pied, on peut passer de l'un à l'autre à pied, ça fait, disons, ça dépend des endroits, mais 60 à 80 km de marche à pied, c'est pas grand-chose, au Sahara c'est rien du tout, hein, on marche beaucoup. Et donc on a visiblement deux groupes sur deux massifs voisins, et ces deux groupes s'opposent, hein, il y en a un qui a le museau pointu, l'autre le museau molossoïde, les oreilles pointues, les oreilles arrondies, etc. Alors si on revient à la base de données, ça c'est une des choses que permet de faire une base de données géoréférencée. C'est pratique, on peut faire ça avec plein de données de types différents, hein. On peut faire ça avec des formes de poterie, des formes de pointes de flèches, tout ce qui passe par la tête, hein, ou actuellement des éléments de, je sais pas, de décor corporel, ou des mythes, ou n'importe quoi. Hein. Et l'approche aréologique permet souvent de mettre au jour des répartitions différentielles qui, sinon, échappent. Mais pour ça, avant, il faut faire un inventaire qui n'est jamais exhaustif, mais qu'il faut faire aussi complet que le permet la documentation. Mais la base de données permet aussi de faire d'autres choses. Puisque j'ai noté à chaque fois avec un 1 ou un 0 les caractéristiques visibles, les marqueurs externes, là il y a une queue, il n'y en a pas, etc. Il y a des trophées qui pendent, il y a un collier, il y a des bracelets, tout ça je mets 1 si c'est présent, 0 si c'est absent, et ça permet de faire une matrice. Une matrice c'est très simple, c'est tout simplement ça. C'est un tableau avec des 0 puis des 1 dans le cas présent. Hein. Et si je sais lire cette matrice, alors à gauche c'est mes théranthropes que j'ai numérotés, donc je peux les retrouver facilement en allant voir les photos, hein, qui sont numérotées dans la base de données. Et puis en face, les lignes de 0 et de 1, c'est simplement une description de chacun. Si je sais ce que ça veut dire, si je sais ce qu'il y a en haut du tableau, eh ben je sais que s'il y a 0, ça veut dire on ne voit pas les oreilles. S'il y a 1, ça veut dire oui, on voit les dents. Et pour chacun, comme ça, j'ai une ligne de code qui le décrit. Et en réalité, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ces êtres, évidemment, sont des êtres mythiques. C'est des êtres qui n'existent pas, ce pas des êtres de la zoologie, c'est des êtres imaginaires. Mais faisons comme si c'était des êtres réels. Et essayons de les étudier comme si c'était des êtres biologiques, des êtres de la zoologie, notamment donc, en utilisant les outils de la génétique. Les généticiens, maintenant, pour classer les vivants, utilisent évidemment le code génétique. C'est bien plus efficace que les descriptions extérieures, parce que les descriptions extérieures, ça fonctionne jusqu'à un certain niveau, mais si on regarde la présence d'ailes, et puis qu'on décide que ça va être les oiseaux, où est-ce qu'on met la chauve-souris, où est-ce qu'on met les mouches, il y a tout de suite des problèmes dès qu'on regarde un petit peu en détail, et puis il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Tandis qu'avec le code génétique, ça marche bien. Mais évidemment, il faut avoir le code génétique. Et je ne peux pas avoir le code génétique des théranthropes, puisque c'est des êtres imaginaires. Mais peut-être un peu si, quand même, on peut faire comme si, du moins, puisque le code génétique commande des marqueurs externes. Si je prends par exemple les moutons, il y a des moutons qui ont un chanfrein, le front, la tête busquée, et puis d'autres qui l'ont concave. Bon. Ça, c'est commandé par des marqueurs génétiques. Le type de queue,
les oreilles qui montent ou qui descendent, toutes ces choses-là sont commandées par des marqueurs génétiques, ce qui fait qu'il y a des marqueurs génétiques externes. C'est-à-dire simplement en regardant l'animal, je ne connais pas le code évidemment, mais je sais que là, c'est déterminé génétiquement. Et je me suis dit, tiens, je vais faire comme ça pour les théranthropes. C'est-à-dire que je vais faire comme si leur forme était déterminée par un code génétique qui est mes lignes de 0 et de 1. Tout simplement parce qu'une fois que j'ai des lignes de 0 et de 1, je peux utiliser les outils informatiques qu'utilisent les informaticiens et les généticiens qui travaillent à reconstruire l'arbre du vivant. Ils travaillent avec une idée très simple, on compare les codes, et plus les codes de deux taxons, deux espèces sont proches, plus leur ancêtre commun est proche dans l'arbre. Plus les codes sont différents, plus l'ancêtre commun est loin dans l'arbre. Et donc je me suis dit, tiens, pour voir, mais vraiment pour voir, parce que je ne croyais pas du tout que ça pouvait donner quelque chose, pour rigoler, quoi, en fait, pour essayer, quoi, je me suis dit, je vais faire ça avec mes théranthropes. Et donc j'ai utilisé un outil qui est... Alors, bravo les généticiens, parce que tous leurs outils sont en open source, ils sont tous en accès libre, c'est gratuit, et tout le monde peut s'amuser avec, donc ça c'est quand même super. Il y en a un qui s'appelle Splitstree, qu'on peut télécharger sur Internet, et qui permet, à partir de la matrice de mes théranthropes, de fabriquer une espèce de buisson qu'on a là. Et ce buisson, en fait, c'est une classification, c'est pas un arbre parce qu'il n'y a pas de racines, donc c'est un buisson. C'est-à-dire que ici, c'est les théranthropes qui sont là, avec leur nom, leur numéro, et puis leur provenance. Et évidemment, quand ces deux-là sont très proches, et puis là-bas, ceux de l'autre bord sont très lointains, ils ne sont pas apparentés, ou très lointainement apparentés. Et les losanges qu'on a au milieu, c'est un moyen de visualiser les possibilités d'emprunt et d'échange. Puisque là, on est dans un monde imaginaire, dans un monde de la culture, par rapport au monde de la nature, disons, du monde biologique en tout cas, il y a une différence, c'est que, a priori, il y a une différence, c'est que l'arbre du vivant, les branches se séparent toujours par dichotomie, elles ne se rejoignent pas. Et il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'anastomose, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'emprunt, il n'y a pas de réversion, il n'y a pas de conquête où on impose une technique ou une façon de voir aux voisins. Tandis que dans les traits culturels, ça c'est quelque chose qui arrive tout le temps. Mais les généticiens y ont pensé parce que, en fait, ça c'est une idée un peu reçue qu'on a de la génétique, ça existe aussi dans le monde vivant. Et les losanges, ça représente, c'est un moyen de représenter les possibilités d'emprunt et d'échange. Donc voici ce qu'on obtient. Pour obtenir ça, j'ai simplement rentré ma matrice et je me suis abstenu de rentrer tout autre élément que les lignes de code. C'est-à-dire que je n'ai pas mis les provenances, je n'ai pas mis les styles, je n'ai pas dit si c'était une peinture ou une gravure, parce qu'il y a les deux. Je n'ai donné aucun autre élément, simplement la ligne de code. Mais moi, je les connais, ces éléments. Je ne les ai pas donnés à l'ordinateur, mais je les connais. Donc, il n'a pas pu en tenir compte. Je peux ensuite les réintégrer. Et si je les réintègre, eh bien, je m'aperçois que ici, sur la branche il y a deux grandes branches, en fait. Il y a une branche qui regroupe tous les théranthropes du Messac, et une autre branche qui regroupe tous ceux de la Tasséline nagère et de la Caucase. C'est-à-dire qu'on a une correspondance géographique qui est parfaite, et qui vérifie en fait ce qu'on avait trouvé par l'archéologie. L'archéologie, bon, pour moi, ça aurait pu être suffisant, mais d'aucuns pourraient dire oui, c'est quand même un petit peu hypothétique, c'est peut-être un peu un hasard. Là, c'est par une autre méthode qui n'a strictement rien à voir, qui ne tient pas compte des localisations. Donc on est très loin des méthodes de l'archéologie, puisqu'on ne tient pas compte des aires, on ne tient pas compte des provenances, et le logiciel, uniquement avec le code, retrouve les localisations. C'est-à-dire que là, à mes yeux, on a vérifié le fait qu'il y a bien deux grands groupes différents qui sont bien séparés géographiquement. Une autre manière de représenter la même chose, c'est d'essayer de se rapprocher d'un arbre, parce qu'on aimerait bien savoir s'il y a une origine à tout ça, quand est-ce que ça commence, si c'est une diversification qui s'est faite au cours du temps. Et il y a moyen, à partir de l'image suivante, d'obtenir celle-là, c'est automatique, ça se fait très simple. Et on a bien à droite le Messac, à gauche Tasséline nagère, à Caucase, Aramat, à Agar, l'autre partie, disons, occidentale du Sahara central. On a bien une répartition géographique des œuvres qui est parfaite. Il y a d'autres systèmes, donc je vais vous passer les détails, il y a plein de systèmes qui permettent de faire ce genre de travail, mais là, on a bien
une corrélation parfaite entre les résultats qu'on a obtenus par l'aréologie, qu'on a en haut sur les deux cartes, et puis les résultats qu'on a obtenus par ce que j'appellerais plutôt que phénétique la philomémétique. C'est-à-dire la philomémétique, on appelle ça, on utilise ce mot pour désigner les résultats qu'on peut obtenir en utilisant les outils des phylogénéticiens pour autre chose que des êtres vivants. Donc des mythes, des rites, ce que vous voulez, des faits de culture, en gros. Et donc les deux méthodes aboutissent au même résultat, ce qui fait on est quand même pratiquement certain, on peut difficilement se tromper en disant il y a deux grands groupes, un groupe oriental, un groupe occidental, un dans chaque massif. Un autre moyen, avec un autre logiciel qui s'appelle MrBase, qui est alors un peu plus compliqué, c'est avec des lignes de code, mais voilà, c'est aussi gratuit et tout le monde peut l'utiliser, permet de faire quelque chose qui se rapproche beaucoup plus d'un arbre, c'est ceci. Donc en rouge ici, tout ça c'est le Messac, et ici tout ça c'est la Tassili. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se rapproche, il y a la possibilité d'un arbre. Le problème c'est qu'on ne sait pas où se trouve la racine. Il faudra trouver, si c'était bien ça qui s'était passé, un ancêtre commun, ça a bien dû, comment on peut se dire, ça a commencé quelque part, et puis ça s'est diversifié, évidemment, avec le temps. Bon. Comment faire c'est pas facile, mais les phylogénéticiens, ils ont le même problème. Quand ils étudient des espèces fossiles, ils reconstruisent des arbres comme ça, mais ils ont toujours le problème d'enraciner leur arbre. Et donc il y a des techniques différentes pour enraciner l'arbre. Là, j'ai d'abord essayé de l'enraciner sur un théranthrope du Djerat. Le Djerat, c'est un site dans lequel il y a des gravures. Et dans la littérature, ces gravures sont réputées être un foyer de rayonnement le plus ancien du Sahara central. Donc on peut se dire, si on fait confiance à la littérature et aux gens qui nous ont précédés, on peut se dire, si ça a commencé, ça doit être là, parce que tout le monde dit que c'est là que c'est le plus vieux. Donc normalement, c'est là que ça a commencé. Donc j'enracine mon arbre sur un théranthrope du Djerat, et j'obtiens ceci. Une fois de plus, je le fais sans lui dire d'où proviennent mes images. Je lui donne simplement la matrice, les 0 et les 1. Et il me construit un arbre. Moi, je sais pour chacun à quel style il appartient. Et je m'aperçois que le style des RN, je vous rappelle, c'est les petites peintures super bien dessinées, au trait très, très fin, très documenté. Ils se trouvent tous à cet endroit-là de l'arbre. Le temps, la racine est à gauche, et le temps s'écoule vers moi, dans ce genre d'arbre. On pourrait l'imaginer, le mettre comme ça vertical, et le temps s'écoulerait vers le haut. C'est simplement un type de représentation différent. Et puis, ceux en style du Messac se trouvent plus loin sur l'arbre, plus en avant dans le temps, plus près de nous dans le temps. Bon, alors on se dit, mais pourquoi pas mais par ailleurs, on a maintenant des bonnes idées sur la chronologie des images du Sahara central. Longtemps, on a pensé que tout ça, c'était pas daté, donc c'était bien joli. C'était certes documentaire, mais on ne pouvait pas faire de la préhistoire ou de l'histoire ou de l'ethnologie ou quoi que ce soit d'intéressant avec ça. On pouvait simplement illustrer des beaux livres, mais faire plus, c'était pas possible parce qu'on pensait que c'était pas situé dans le temps. Il y avait évidemment plein de théories, des gens qui vous mettaient ça dans le 5e millénaire, d'autres dans le 10e, d'autres dans le 20e, d'autres dans le 50e. Alors ça fait quand même une grosse variation. Donc que faire avec ça? Si on s'intéresse à l'histoire du peuplement du continent africain, c'est pas intéressant. Voilà. Donc les préhistoriens se sont désintéressés de tout ça. Mais, alors là je vais donner simplement le résultat. On en sait maintenant assez sur, même si c'est encore un peu imprécis, mais les datations en préhistoire sont toujours plus ou moins précises, on en sait assez pour voir que cet arbre présente une incohérence chronologique parce que voilà ce qu'on sait actuellement de l'évolution des cultures sahariennes. Alors là, il y a beaucoup de choses. Il y a l'apparition des animaux domestiques, la disparition de la grande faune sauvage, les différents styles de peinture, les variations des paléolacs, des niveaux des paléolacs, les rapports d'évaporation, tout ça, beaucoup de choses. Et surtout, vous avez ici, on a pu placer maintenant tout le monde est d'accord là-dessus, au moins, pas tous les styles sont situés dans le temps, mais certains styles sont bien situés dans le temps, notamment, on sait que le style du Messac se trouve, grosso modo, dans le 5e millénaire, peut-être un petit peu avant, mais
la floraison de ce style, c'est dans le 5e millénaire. Et que, par contre, le style d'IRN est postérieur d'en gros un millénaire. Donc l'image d'avant, l'arbre, il est incohérent parce qu'il montre le contraire. Donc c'est un arbre qui est impossible compte tenu des connaissances qu'on a. Mais évidemment, ces connaissances-là n'apparaissent pas dans la matrice. La matrice, le logiciel fait ce qu'on lui dit. Et donc, on sait par ailleurs que les images du Messac, le style de Messac est antérieur. Donc ce qu'il faut faire, c'est enraciner l'arbre sur une image du Messac. Et donc, si on fait ça, voici ce qu'on obtient. C'est quasiment le même arbre, hein, mais là, si je reporte ensuite la connaissance que j'ai, moi, des styles et que n'avait pas le logiciel, je m'aperçois que, là, cette fois, oui, le style du Messac est bien antérieur au style d'IRN. Ce qui veut dire que s'il y a eu une transmission, avec diversification, s'il y a eu quelque part un endroit où ces images ont été inventées et ensuite ça a plu et ça s'est de plus en plus diffusé en se modifiant, eh bien c'est dans le Messac que ça a commencé, et puis ensuite avec le style d'IRN dans la Tassiligne Nagère. Alors c'est déjà pas mal, mais est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'en savoir plus? Parce que du coup, on a quelque chose qui évidemment ne nous donne pas le sens des images, mais qui s'en rapproche un petit peu. C'est-à-dire, on subodore qu'il y a deux groupes humains qui sont voisins, chacun sur son massif, si je peux dire, séparés de cinquantaine, soixantaine de kilomètres. Chacun a son type d'image, mais ils ont différentes, hein, un grand type d'héranthropes différents, mais ils ont en commun, tous les deux, d'utiliser un théranthrope. Pour quelque chose qui nous échappe, pour une raison qui nous échappe, mais c'était quelque chose de suffisamment important, une raison, disons, mythologique, religieuse, évidemment, c'est un terme qui ne convient pas du tout pour cette époque, mais de type religieux, hein, en tout cas de type mythologique, peut-être rituel, suffisamment importante pour qu'ils passent tout ce temps à les représenter sur les parois des rochers. Alors, on peut se demander pourquoi. Et surtout, ce qu'on peut se demander, quand on voit ces êtres, c'est... il y a plein d'animaux. Hein. Si on veut faire un théranthrope, c'est-à-dire un humain à tête animale, il y a le choix. Hein. On peut lui mettre une tête d'hippopotame, d'éléphant, de cigogne, de ce qu'on veut. Enfin bon, il y a largement le choix, de fourmis même, pourquoi pas. Hein. Bon. Pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont choisi? Quel animal ils ont choisi? Majoritairement, très majoritairement, ils ont choisi une espèce de canidé. Hein, une espèce de bête qui ressemble à un canidé plus qu'à autre chose. Voilà. C'est pas un oiseau, c'est pas un hippopotame, c'est pas un éléphant, c'est pas une girafe, voilà, ça ressemble plus à un canidé. La question qui se pose, c'est quel canidé? Et pour ceux du Messac, en fait, la réponse se trouve assez facilement par la forme des oreilles. C'est le lycaon. Le lycaon, c'est le seul animal africain à avoir de très grandes oreilles arrondies, un museau molossoïde aplati, et puis une denture redoutable. Lycaon pictus, le lycaon peint, parce qu'il a un pelage entièrement taché. Donc c'est des hommes lycaons, c'est des hommes à tête de chien, mais de chiens sauvages, des hommes à tête de lycaon. Alors le lycaon, du coup, ça vaut le coup de s'intéresser à l'éthologie de lycaon, sa vie, son œuvre, quoi, comment il se comporte, comment il vit. On s'aperçoit que c'est un animal social, hein, il vit souvent en groupe. Et sur les images aussi, il est représenté, les hommes à tête de lycaon se représentent en groupe. Là, vous en avez deux qui se suivent. Tout à l'heure, on en a vu deux aussi. Et c'est une scène qu'on peut voir dans la nature. Hein. Voilà. À gauche la gravure et à droite deux vrais lycaons là, qui sont en train de humer, sans doute ils guettent une proie. C'est des animaux qui, alors dans les gravures, comme je l'ai dit, c'est des êtres qui s'attaquent à beaucoup plus gros qu'eux. Hein. Là, vous voyez peut-être pas très bien la gravure, donc j'ajoute un relevé qui la rend bien plus visible. Voilà. Vous avez ici un théranthrope à tête de lycaon, il a une espèce de poignard, et il s'en prend à un buffle, c'est un animal énorme, redoutable, extrêmement puissant le buffle. L'homme lycaon, il est beaucoup plus petit, mais il le maîtrise d'une seule main, et on voit que le buffle, il est en assez mauvaise posture, du fait qu'il tire une langue comme ça,
ce qui est signe que ça va pas bien. Et des images comme ça, on en a plusieurs centaines, où ces êtres sont en train de maîtriser des grands animaux redoutables, et en gros, ils s'en prennent à beaucoup plus gros qu'eux. On a des images où ils sont toute une série en train d'attaquer des buffles, des rhinocéros, des hippopotames, des très gros animaux, soit tout seul, comme ça, soit en se mettant en groupe. Et du coup, ça vaut le coup de regarder les vrais lycaons, qui sont encore actuellement vivants dans quelques parties d'Afrique. Et voici, par exemple, un petit groupe de lycaons. Alors, je ne sais pas si le son... Oui, je vais monter le son, parce que c'est intéressant de les écouter. Le son qu'on entend, c'est les sons que produisent les lycaons. Donc là, on a un groupe de lycaons qui sont voilà, dans la savane et qui se promènent. Un comportement de soumission tout à fait typique. Mais le son est intéressant parce que si on n'avait que le son, on pourrait penser pour une bonne partie que c'est des oiseaux ou on ne sait pas trop quoi. Hein. On n'imagine pas que ce soit des canidés. Hein. En fait, le lycaon a une gamme de vocalisation extrêmement large, avec des sons suraigus, des sons graves, et il communique par toute une série, c'est pas juste des jappements, hein, il communique par toute une série de sons et il communique beaucoup. C'est un animal extrêmement social. Il chasse en groupe, et voici, je vous montre d'abord une scène de chasse. Donc ce qui est frappant, c'est qu'ils s'en prennent à des buffles. C'est des tout petits chiens, c'est haut comme ça un lycaon, c'est vraiment un tout petit chien. Et seuls, évidemment, ils ne peuvent pas tuer un buffle, c'est absolument impossible. Voilà. Donc ce qu'ils font, ils sélectionnent un animal plus jeune, plus faible, ils foutent la trouille au troupeau qui s'en va courageusement le défendre leurs petits camarades, et ils isolent, ils se mettent à plusieurs, ils se relaient, ils coursent l'animal qu'ils ont choisi, qui est déjà faible, et puis ils se relaient, et à un certain moment, il y en a un, la scène passe très vite, mais on le voit très bien, il y en a un qui lui bondit, qui passe devant les autres, et qui bondit au mufle de l'animal, et qui lui mord le mufle. Et à ce moment-là, ça provoque un réflexe de tétanisation, l'animal est complètement tétanisé, et les autres eh bien, commencent à lui mordre et manger le ventre. C'est une scène qui est répandue dans les zones où il y a des lycaons et qui a horrifié tous les spectateurs. On a des tas de récits de voyage de chasseurs ou d'administrateurs coloniaux, des gens qui ont passé une grande partie de leur vie en Afrique, au temps des colonies, et qui ont, une fois rentrés, ont écrit des livres du type « Mes chasses en Afrique »,« Mes chasses à l'éléphant », enfin, ce genre de bouquins. Et quand on lit cette littérature-là, tous, ils parlent à un moment donné du lycaon comme une espèce d'horreur sur pattes, une espèce d'animal absolument horrible, parce qu'il dévore ses proies vivantes. Et donc, il chasse intelligemment. Il est réputé chasser intelligemment, disent les chasseurs eux-mêmes, hein, parce qu'ils se relaient, ils séparent un animal du groupe, voilà, c'est plutôt intelligent. Mais ils dévorent l'animal, il est encore debout sur ses pattes, qu'ils ont commencé à le manger. C'est quelque chose qui a été considéré comme absolument répugnant, horrible,
et réprouvés de telle manière que tous les colons qui ont sévi en Afrique ont massacré le Lycaon. Parce que pour eux, c'était vraiment le mal. À tel point que le Lycaon, maintenant, il est sur les listes rouges, il est en voie de disparition, c'est pas sûr qu'il passe la décennie. Il est extrêmement menacé, il n'y en a presque plus, des Lycaons. Parce qu'il a été systématiquement éradiqué. Évidemment que ce n'est pas par méchanceté qui fait ça, le Lycaon, c'est pas par plaisir de tuer, etc. C'est tout simplement parce que c'est un petit chien. Il est haut comme ça, d'accord, il a des dents redoutables, on ne peut pas se faire mordre par un Lycaon, c'est sûr, mais il ne peut pas ouvrir une gueule comme ça. Et donc, s'il s'en prend à un buffle, parce qu'il attaque des buffles, des zèbres, enfin d'énormes animaux par rapport à sa taille, il ne peut pas les tuer. Comme le lion qui casse la colonne vertébrale, tout ça, il ne peut pas les tuer, il ne peut pas les égorger, tout ce qu'il peut faire, c'est mordre un petit peu, voilà. Donc il ne peut pas faire autrement. C'est tout simplement ça, la raison. Et le Lycaon, donc chasseur extrêmement habile, désarmé en fait, puisque c'est un petit chien, c'est pas un énorme prédateur avec des dents de Machairodus, c'est vraiment un petit chien. Donc un chasseur qui compense sa faiblesse naturelle par une astuce, par une technique de chasse très efficace. Et il a une autre qualité, il n'a que des qualités, le Lycaon, il a une autre qualité qui est qu'il a résolu le problème de toutes les cités de chasseurs du monde. Il y a des bibliothèques d'ethnologie entières qui sont remplies de bouquins qui travaillent sur un des grands problèmes des sociétés de chasseurs, c'est le partage du gibier. Tout le monde ne chasse pas, c'est une partie de la société qui chasse, donc cette partie-là, est-ce qu'elle partage ou pas? Si elle partage, comment elle fait? C'est pour qui? Il n'y a que 4 pattes, et la plupart des gros gibiers, c'est pour qui les cuisseaux? Les parties nobles, les parties non nobles, pour qui, comment on partage? Tout ça, c'est un grand problème de toutes les sociétés de chasseurs, et évidemment, il n'existe pas de partage équitable. Donc là-dessus, c'est élaboré, tout un tas de rituels, etc. Le Lycaon, lui, il a trouvé une solution, la solution parfaite, qui est que les chasseurs, parce qu'évidemment les femelles restent au terrier avec les petits, les chasseurs partent chasser, mais comme ils chassent des énormes animaux, genre un buffle, ils ne vont pas le ramener, ils ne peuvent pas le ramener. Donc ils le mangent. Ils mangent tout, ils se gavent complètement, jusqu'à plus pouvoir, et une fois qu'ils se sont gavés, ils rentrent, et là, il y a ce que les éthologues appellent le rituel du mordillement de la rituelle, c'est les éthologues qui le disent, c'est pas moi, le rituel du mordillement de la commissure des lèvres. Quand les mâles reviennent, les femelles viennent et leur mordillent la commissure des lèvres, ce qui provoque un réflexe de régurgitation. Donc ils vomissent tout, ce qu'ils ont avalé et pas encore digéré, et du coup tout le monde vient et tout le monde mange, partage absolument parfait, l'idéal de la société de chasseurs, et ça donne ça. Voilà, chasseur qui arrive, qui régurgite, et les petits qui mangent. Donc, le Lycaon, en réalité, c'est le chasseur idéal. Sans armes, naturellement sans armes. Il compense sa faiblesse naturelle par une intelligence supérieure, et il partage le gibier de manière admirablement altruiste, n'est-ce pas? Et évidemment, tout ça a été considéré comme quelque chose d'absolu, y compris par les Africains. Il y a des proverbes qui disent le Lycaon, c'est la mort qui rôde sur la plaine. Enfin, il y a tout Lycaon, les mots pour désigner le Lycaon, c'est une insulte répandue, notamment chez les dictateurs africains. Tout ça. Bon, le Lycaon est très mal vu généralement pour ces raisons-là, qui sont des raisons qui s'expliquent très bien du point de vue éthologique. Il n'y a aucun machiavélisme particulier du Lycaon, c'est qu'il se débrouille comme ça pour se vivre. Et du coup, on peut se dire, en fait, il y a cet animal en Afrique, alors il tient un peu en Afrique la place du loup en Eurasie, un animal qui a été sélectionné, il fait partie du bestiaire, dans toute la faune il a été sélectionné et hyper valorisé, mais négativement, comme le loup en Eurasie. C'est une espèce de prédateur qui est valorisé négativement. Alors,
c'est un animal qui vit en société, donc voilà, ses caractéristiques. Il est naturellement désarmé, le tout petit chien, il ne peut pas tuer de gros animaux, mais il arrive quand même parce qu'il chasse en groupe, parce qu'il chasse intelligemment, dit-on, mais dit-on évidemment c'est faux, pour le plaisir, il a cette réputation en tout cas, et il chasse des gibiers plus gros que lui. Donc évidemment, il y a un autre animal qui se comporte de cette manière-là, et le voici. Et évidemment que le seul autre animal à présenter ces caractéristiques, c'est l'homme. Ce qui fait que le lycaon était, pour le continent africain, tout à fait désigné, presque naturellement, pour devenir une image du chasseur parfait, pour incarner une espèce d'emblème du chasseur, d'idéal du chasseur. Et les administrateurs coloniaux dont je parlais, les chasseurs qui ont écrit ces livres de souvenirs de grandes chasses en Afrique, etc., se sont tous en fait identifiés au lycaon, et c'est pour ça qu'ils l'ont supprimé, qu'ils l'ont abattu, et qu'ils ont essayé de l'éradiquer, qu'ils ont presque réussi. Tout simplement, c'était pour eux un moyen d'éliminer la concurrence. D'éliminer une espèce d'alter ego absolument insupportable. Et je me dis que si c'est vrai pour ces administrateurs coloniaux, policés, qui avaient fait les grandes écoles, ça devait certainement être vrai aussi pour les hommes préhistoriques qui étaient de grands observateurs et qui avaient évidemment remarqué toutes ces caractéristiques du lycaon. Mais si on regarde de plus près, pour finir du coup, les caractéristiques du lycaon, et si on le compare à l'autre animal qui a servi pour représenter les théranthropes, mais ceux-ci du Tassinine Nager, et puis du Messac, les lycaons c'est au Messac, et au Tassinine Nager, ce n'est pas des lycaons, c'est des chacals en fait, puisqu'il a oreilles pointues, nez pointu, etc. Il a toutes les caractéristiques du chacal, et qu'on regarde quelles sont les caractéristiques éthologiques de ces deux animaux, on s'aperçoit qu'ils s'opposent en miroir. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'il y en a un qui est diurne et l'autre est nocturne. Il y en a un qui est solitaire, ou à la rigueur on peut le voir en couple, et l'autre il est toujours en groupe et en meute. Très rarement on le voit en couple, mais c'est vraiment généralement en meute. Il y en a un qui ne communique que par des jappements, avec une gamme très réduite. L'autre a toute une gamme de cris très différents les uns des autres, de vocalisation, et il communique beaucoup. Il y en a un qui chasse seul, et l'autre qui est un chasseur très organisé, qui chasse en groupe, en se relayant, etc. Et il y en a un dont les éthologues disent qu'il se repaît égoïstement, et l'autre dont on a vu qu'il a trouvé la solution idéale du chasseur, qui est le partage de la nourriture chassée par la régurgitation. Ce qui fait que, en fait, si je réunis tout ce qui vient d'être dit, j'ai deux massifs voisins qui sont séparés par une cinquantaine de kilomètres, et je ne sais pas comment s'appelaient les gens qui vivaient là, mais ceux qui vivaient dans le Messac, je les appellerais volontiers les gens de lycaon, s'il fallait leur donner un nom. Hein. Et puis ceux qui vivaient dans le massif d'à côté, la Tassinine Nager, je les appellerais volontiers ceux du chacal. Voilà. Et donc je pense avoir possiblement retrouvé quelque chose d'une grande opposition mythologique entre ces deux groupes voisins qui vivaient il y a, en gros, dans le 5e millénaire avant notre ère. Merci beaucoup.